Nous vivons actuellement dans une époque où la culture et la science peuvent se diffuser à grande échelle en toute facilité, mettant ainsi fin à de nombreux débats existentiels. Mais pourtant, il demeure, à ma grande incompréhension, certaines tensions concernant le débat autour de la théorie de l'évolution des espèces au cours du temps. Et quand bien même la majorité des gens sont d'accord avec l'existence de cette dernière, le fait est qu'en réalité, ils essayent de défendre une théorie qu'ils ne comprennent pas ou mal. Ainsi, laissez-moi, avec cette vidéo dont la plupart des informations m'ont été fournies par une de mes connaissances fiables, vous parler de ce sujet, en toute modestie bien sûr. Ni moi ni mes sources ne prétendent détenir la vérité universelle. Et j'espère que vous garderez bien ça en tête au terme de la vidéo. Bon, vu que c'est probablement l'élément auquel vous attendez le plus, commençons avec l'opposition la plus évidente qui nous vient en tête quand on pense à ce sujet, le conflit entre l'église créationniste et les théories de Darwin. Avant toute chose, sachez que je n'ai aucune envie de me fâcher avec qui que ce soit concernant leurs croyances. De plus, sachez que dans le cadre de ce sujet, je vais séparer les notions de religion et d'église en deux choses distinctes. Dans le sens où, au cours de l'histoire, le pouvoir sur la société s'est basé sur trois piliers principaux coexistants l'un par rapport à l'autre, l'armée, l'économie et l'église. Ainsi, comme a pu le montrer divers exemples historiques, bien que l'église soit constituée de beaucoup de personnes ne cherchant qu'à aider leurs prochains au moyen de leur statut, dans les faits, il y a également eu beaucoup de gens qui se servaient de leur statut de représentant spirituel pour justifier voire commander diverses exactions particulièrement condamnables. Donc, quand un quatrième est apparu, à savoir la science, là où les deux premiers se sont empressés d'exploiter ce nouveau pilier émergent pour leurs propres intérêts, l'Église, elle, y a rapidement vu un danger envers la crédibilité de son omniscience et a cherché par tous les moyens à la censurer, comme elle a pu le montrer avec le cas Galilée. Tout ça pour dire qu'au final, si l'Église a cherché à mettre à mal la crédibilité de Darwin, ce n'était clairement pas désintéressé. Bien que personnellement j'ai du mal à comprendre en quoi ce sujet devrait être une source de division entre les croyants et les autres, car de mon point de vue, la théorie de l'évolution des espèces n'exclut en rien une origine divine, et à moins de vraiment croire au premier degré toutes les histoires de la Bible, telles que de l'Arche de Noé ou David et Goliath, qui ressemblent plus à des fables, voire des métaphores, sans réelle preuve historique, incluant des morales aux hommes que des faits irréfutables. Et cela sera d'ailleurs le premier argument que je vais vous présenter sur la vidéo. Si vous voulez débattre du sujet de la théorie de l'évolution avec un créationniste que vous n'arrivez pas à convaincre, laissez tomber, ne perdez pas votre temps à vous énerver là-dessus. Pour que vous compreniez ce que je vous dis, il faut savoir que ce sujet de dispute dure depuis littéralement des siècles, et s'il n'a pas été résolu, c'est car la théologie, de par sa nature, ne se base sur aucune preuve tangible, à la totale différence de la science, ce qui fait que à partir du moment où l'un des deux camps cherchera à se prétendre comme détenteur de l'unique vérité universelle, ils finiront forcément par se quereller sans jamais se mettre d'accord. Il suffit de voir les arguments mis en place par l'Église, j'insiste sur ce mot, l'Église et non la religion, pour justifier l'existence des fossiles qui remettent en cause le fait qu'elle ait dit que les espèces sont restées immuables dans le temps. Les explications que je vais citer ont vraiment été utilisées par l'Église au cours de l'histoire. Je n'invente rien, cela provient d'un programme scolaire officiel. Au début, ils ont dit que ces creux visibles sur la pierre ne sont rien de plus qu'une marque laissée par la foudre qui a frappé la roche par le passé. Comme je l'ai dit, je n'invente rien, ça a réellement été une hypothèse mise au point par un intellectuel qui a réfléchi sur le sujet afin de justifier une adéquation avec ce que l'Église dit. S'en est ensuite suivi plusieurs autres explications mises au point par la théologie, non sans quelques désaccords entre les différents théologistes. Jusqu'à ce que quelqu'un finisse par mettre au point l'argument résolvant tout. Dieu a créé la Terre telle qu'il l'est décrit dans les livres sacrés. Mais dans sa grandeur, il a voulu flatter les hommes en leur laissant des éléments pouvant les laisser croire que leur Terre existe depuis longtemps. On ne peut que constater que cet argument totalement impossible à affirmer ou à infirmer, prouvant ainsi que essayer de confronter la religion avec des faits scientifiques est une tâche aussi inutile que vouée à l'échec. Même les chercheurs l'ont bien compris. C'est d'ailleurs de là que sont nées les religions trollesques telles que le mythe du jeudi dernier. Une religion dont vous êtes le dieu et selon laquelle vous avez créé le monde jeudi dernier, point barre. Cette blague à grande échelle, bien que totalement surréaliste, nous prouve qu'au final débattre de la création de la Terre avec la religion ne servira jamais à rien, alors faites comme les scientifiques qui ont mis en place cette fausse secte, abandonnée. Bien, maintenant que nous avons enfin fini cette parenthèse religieuse, nous allons enfin pouvoir nous attaquer au véritable cœur de cette vidéo, à savoir cette image, que vous connaissez tous. Elle est fausse! L'homme ne descend pas du singe, il est cousin du singe. Vous allez sans doute rétorquer un truc du genre « Sérieux, tu as pas joué sur les mots pour nous emmerder histoire de faire ton pseudo-intello ». Cousin, ça indique bien que c'est de la même famille. Mais vous auriez tort quand on dit que l'homme est cousin du singe, c'est plus pour souligner le fait que c'est l'espèce animale avec laquelle on a le plus de similitudes d'un point de vue génétique, en particulier avec le chimpanzé. Mais ça ne signifie pas que les hommes ont été des singes avant de miraculeusement se mettre à marcher sur deux pieds, modifier leur taille de manière inversement proportionnelle
proportionnelle à leur pilosité, utiliser le feu et arrêter de manger leur pouls. Non, les scientifiques n'ont jamais dit ça. Ou du moins, plus maintenant avec l'avancée des découvertes. Ainsi, quand on dit que l'homme est très proche génétiquement du singe, ça signifie que ces deux espèces ont certainement eu un ancêtre commun. Retenez bien ce mot, ancêtre commun. Et pas un singe qui a enculé un autre singe encore plus gros, dont le gosse a décidé de dire « je nique le système, maintenant je peux me tenir debout ». Ancêtre commun pour simplifier, car je ne suis pas chercheur en évolution et je suis voué à me faire taper sur les doigts dans les commentaires par les gens plus calés que moi sur le sujet, évidemment. Cela veut dire qu'il y a eu un moment dans l'histoire de la Terre, une espèce qui s'est divisée en deux branches distinctes, donnant au final de nos jours les chimpanzés d'un côté et l'homme de l'autre, et non pas une ligne continue montrant les chimpanzés comme des ratés qui n'ont pas passé le cap de la transformation. L'évolution n'est pas linéaire, elle est buissonnante. Ce qui signifie que si je voudrais représenter toutes les modifications de branches des espèces récoltées actuellement, ça donnerait cette espèce de buisson circulaire bordélique. Et pour vous aider à mieux saisir la nuance, je vais passer à un autre point important. S'il y a bien une notion qui peut énerver quelqu'un qui a compris que ce dessin tel qu'on le représente est faux, c'est le pseudo-argument aussi bien utilisé par les pros que les anti-évolutions, qui est le chaînon manquant. Car oui, c'est vrai, on n'a pas encore trouvé des traces de fossiles d'animal transition homme-singe. Et c'est tout à fait normal, puisque les scientifiques étudiant l'évolution n'ont jamais affirmé que de telles espèces existent. Encore une fois, vous pourriez dire que ce n'est que du chipotage, mais de ce que j'ai vu, il n'y a pas beaucoup de gens qui disent que le chaînon manquant tel que se l'imagine l'opinion commune n'est qu'une surinterprétation erronée. Même des gens qui prétendent défendre la théorie de l'évolution cherchent à utiliser cette notion. Prenez par exemple l'épisode des Simpsons ayant justement pour thème la lutte créationniste contre la lutte évolutionniste. Non seulement l'épisode ne précise jamais les fameux arguments super convaincants de Darwin qu'il mentionne, ce qui est déjà un signe avant-coureur de professionnalisme mêlé à de sincères convictions nées d'une réflexion construite, comme me l'a précisé la personne avec qui j'ai écrit cette vidéo. Mais en plus, au moment où ils abordent le chaînon manquant, au lieu de justement tordre le cou à cette idée reçue, ils balancent ça comme un pseudo-avantage vis-à-vis du créationnisme avant de conclure sur une blague à la con du style « Eh, t'as vu les gros lards alcoolisés décérébrés qui se comportent comme des macaques? Du coup, c'est ça le chaînon manquant !» Sans jamais expliquer que cet argument est faux. Alors que bordel de merde, ils ont Lisa qui est censée défendre la science dans cet épisode. Pourquoi n'explique-t-elle pas que c'est une idée reçue, au moins en guise de blague du genre « personne ne l'écoute alors qu'elle dit la vérité ?» La réponse la plus évidente et probable, à mon avis, est simple. Personne au sein de l'équipe de création ne devait savoir comment fonctionne réellement la théorie de l'évolution, et pourtant, ils ont quand même voulu la défendre. Et ce qui doit sans doute expliquer en quoi cette fausse idée persiste dans le crâne de beaucoup de monde, c'est un peu la même chose qui a posé problème à la réception de la théorie de Wallace et Darwin dans un premier temps. La place que l'homme s'accorde par rapport aux autres espèces vivantes. Car soyons clairs, si ces deux scientifiques avaient juste dit que les petits oiseaux, les poissons, les loups et autres animaux du monde avaient changé au cours du temps, tout le monde s'en serait battu royalement les couilles. Le seul truc qui a pêché, c'est quand les recherches ont mené les scientifiques à comprendre que les hommes aussi avaient évolué et qu'ils avaient des homologies avec les singes, petits animaux poilus et stupides du point de vue de la masse. Ce qui laissait supposer que nous ne serions que de simples animaux du point de vue de la nature. Nous! Mais c'est impossible! Je refuse d'y croire. En effet, si la théorie créationniste s'est facilement propagée au sein de la majorité, c'est en partie dû au fait que cette dernière flatte l'ego de l'homme en le désignant comme l'être supérieur à l'image de l'incarnation de la perfection. Et force est de constater que nous autres, les hommes, avons toujours eu tendance à avoir une vision anthropocentrique des choses. Nous considérons notre espèce comme idéale au point que même quand nous nous prêtons à imaginer la perfection, c'est notre image qui nous vient en tête. Regardez à quoi ressemblent les créatures imaginaires les plus récurrentes du registre fantastique. Les elfes, les nains, les orques, les hobbits, les gobelins, les anges, les démons, et j'en passe. Tous ces exemples suivent une même logique créative de base. Des êtres humains auxquels on ajoute une caractéristique supplémentaire. Petite taille, des oreilles pointues, des ailes, des cornes. Ou bien alors, quand on a affaire à des récits mythologiques, se basant plus sur des animaux que des créatures inédites, qu'observe-t-on? Des animaux auxquels on ajoute des caractéristiques humains, comme se tenir debout à deux pieds, porter des vêtements, parler un langage construit purement verbal, voire même plus simplement prendre un corps humain et y ajouter des caractéristiques animales. Même quand on se représente ce à quoi pourraient ressembler des espèces extraterrestres, quelles images obtenons-nous le plus? Des créatures avec 2 bras, 2 jambes ou plus, avec des caractéristiques physiques atypiques, ou juste des équivalents humains avec une couleur de peau ou forme d'oreilles différentes, voire même juste des hommes. Alors qu'en partant du postulat qu'une vie en dehors de celle que nous connaissons existe, les possibilités seraient littéralement infinies. Et pourtant, dès qu'on pense à une race capable de développer une civilisation et de la technologie supérieure à la nôtre, on en revient toujours à des créatures basées sur un modèle
modèle humain. Les autres ne sont la plupart du temps que des monstruosités décérébrées telles des bêtes sauvages. Ainsi, si la majorité a cette image en tête quand on lui dit les hommes ont un lien de parenté avec les singes, c'est car le genre humain se voit comme une quintessence de l'intelligence. Et par conséquent, quand on lui dit que les espèces évoluent pour mieux s'adapter à leur environnement, immédiatement ils se disent que ces espèces cherchent à s'améliorer. Et si elles tendent vers l'amélioration, cela ne peut signifier qu'une chose, c'est qu'elles ont pour objectif final de devenir semblables à nous, l'espèce dominante supérieure de la planète. Alors que dans les faits, l'évolution n'a pas de but. Malgré toutes ces qualités d'écriture concernant la remise en question de l'omnipotence que croit détenir l'homme sur le reste du monde, la discrimination et le déni des vérités scientifiques impossibles à accepter pour la société. La planète des singes n'en reste pas moins une histoire faite à l'arrache concernant le seul aspect évolution des espèces. Car soyons objectifs 5 minutes. Le fait de pouvoir se tenir sur deux jambes, parler espagnol ou savoir construire une voiture, les animaux s'en foutent. Tout ce qu'ils veulent, c'est survivre le plus longtemps possible dans leur milieu. Et Darwin n'a jamais prétendu qu'on était un modèle en guise d'adaptation évolutive. On est même en train de détruire notre propre niche écologique comme des irresponsables égoïstes. Alors pour bien comprendre en quoi s'imaginer que l'évolution se déroule ainsi est un affront pour la science, retenez bien ceci, notre espèce n'est en rien une incarnation finalisée de l'évolution. Et de manière générale, l'évolution n'a pas pour but de perfectionner les espèces animales. Et le simple fait de hiérarchiser les espèces entre elles n'a pas vraiment de sens en science, car cela ne sera jamais basé sur des critères objectifs, à l'unique exception de la chaîne alimentaire, et encore. Si l'allégorie de l'évolution est un buisson anarchique, c'est bien la preuve que celle-ci n'a pas de finalité. Mais pour ceux d'entre vous qui tombent des nues depuis le début de mes explications, vous devez alors être totalement perdu dans vos repères et vous demander, mais si l'évolution n'est pas un processus illustrant l'amélioration progressive des espèces, alors en quoi cela consiste-t-il? Et vous posez là une bonne question à laquelle, je le répète, je ne suis peut-être pas le plus qualifié pour y répondre, mais dont l'élément de réponse principal serait selon moi ceci. L'étude de l'évolution des espèces au cours du temps consiste surtout en une constatation de faits observés. Pour bien comprendre ce que j'insinue, laissez-moi vous illustrer très simplement l'un des principes basiques de l'évolution mis en lumière par les travaux d'Alfred Wallace et Charles Darwin, la sélection naturelle. Premier exemple simple. Nous sommes sur une archipel dont la flore varie d'une île à une autre. À la base, deux îles comportent les mêmes oiseaux. Mais avec le temps, l'ADN, en se répliquant, va subir des modifications avec le temps de par les accumulations d'erreurs, systématiques à long terme. Ce qui va engendrer une variabilité génétique au cours du temps, constituant la base obligatoire pour qu'il y ait de l'évolution. Ainsi, au fur et à mesure des générations, vont apparaître des individus comportant de légères différences, jusqu'au moment où certains voient l'un de leurs caractères physiques se modifier. Dans ce cas, nous dirons que certains oiseaux obtiennent un gros bec, et d'autres obtiennent un bec long, mais pas très gros. Maintenant, revenons au climat des îles. Sur l'une de celles-ci, celui-ci est tel que de grosses graines épaisses avec de solides coquilles font leur apparition, tandis que sur l'autre île apparaissent de petites graines très fines. Cette différence d'aliments disponibles va donc entraîner une favorisation de la survie d'un type d'oiseau par rapport à l'autre. Là où sur la première île, les oiseaux à gros bec vont aisément pouvoir briser les coquilles pour se nourrir, la seconde va plus voir survivre les oiseaux avec un bec long et peu épais, leur permettant de mieux se nourrir avec les petites graines. La dérive génétique a fini par accorder à certains individus un avantage sélectif par rapport à leur environnement. Ces individus se reproduiront plus étant donné qu'ils vivent plus longtemps et transmettront leur patrimoine génétique sur une certaine zone en particulier, au point qu'avec le temps, les deux oiseaux finiront par devenir deux espèces totalement différentes. Ce cas que je viens de vous décrire très simplement constitue le cas dit des pinsons de Darwin observés aux îles Galapagos. Et comme vous pouvez le voir, cela relève plus de l'observation que de la théorie. Autre exemple, des souris arrivent sur une île via des cales d'un bateau. Cette île comporte une importante population de rapaces. Imaginons maintenant que suite à on ne sait quel réaménagement purement théorique, une mutation donne aux souris un pelage vert ou un pelage rouge. Une fois de plus, les seuls lieux où ces modifications peuvent se développer sera là où elles s'avéreront être un avantage, à savoir de la terre rocailleuse rouge ou de grandes plaines herbeuses dans le but d'être camouflées de haut du point de vue des rapaces. Une fois de plus, les populations seront isolées génétiquement les unes aux autres. Ces deux exemples, très simplifiés, illustrent la sélection naturelle qui est l'un des mécanismes basiques de l'évolution qui dans les faits désigne plutôt un fait irréfutable. Les animaux doivent survivre face à leur environnement, aussi bien au niveau des prédateurs que de la nourriture. Et si une de leurs caractéristiques apparues au hasard les avantage, celle-ci se développera plus que les autres. Ainsi, ce cas montre l'aspect principal de la théorie de l'évolution. Les espèces ne restent pas fixes dans le temps, et si certains types d'animaux se reproduisent plus que d'autres, ils pourront, en étant isolés d'un point de vue reproductif, finir par engendrer une nouvelle espèce. Je souligne bien le se reproduit plus que les autres, car il n'y a pas toujours notion d'amélioration. Regardez le paon. D'un point de vue objectif, sa queue n'est rien d'autre qu'une contrainte l'empêchant de fuir face au moindre prédateur. Mais comme ça l'aide à se reproduire, ça s'est développé avec le temps. On a même des preuves irréfutables de la véracité de ces faits. La sélection artificielle. En
sélectionnant certains caractères d'animaux et en ne les faisant se reproduire qu'entre individus partageant ces caractéristiques. Cela a permis à l'homme de modifier certaines espèces à sa guise, au point qu'on ait carrément réussi à transformer les féroces loups en ces grosses boules de poils ne chassant plus que notre dîner et les facteurs. Et soyez gentils avec les chercheurs. N'allez pas raconter partout que c'est pour s'adapter pile à une situation particulière qu'apparaît une mutation du genre. C'est car la population de la souris a dû faire face à un terrain au sol rouge qu'est apparue cette mutation pour aider à la survie de l'espèce. Après, libre à vous de croire aux coïncidences ou aux forces mystérieuses de l'univers. Mais sachez que des espèces qui ont disparu car leur environnement s'est modifié et qu'elles n'ont pas su s'adapter au fil des générations, il y en a eu des tas. Alors dans les faits, dire ça c'est plus de la pseudo-réflexion philosophique fataliste qu'autre chose. Et j'en profite pour souligner le fait que le terme d'espèce peut poser débat. On dirait pas à première vue, mais demandez à n'importe qui est calé en SVT et vous verrez que la définition a toujours été source de controverses, au point qu'il y a carrément des classes d'espèces. Espèces biologiques, espèces typologiques et bien d'autres. En gros, la définition globale d'espèce, c'est deux individus capables d'avoir une descendance fertile s'ils se reproduisent entre eux. Et à ça, il faut rajouter la ressemblance physique globale. La compatibilité génétique, les rites type parade nuptiale, l'éloignement géographique et le fait que de temps en temps, les labos font se reproduire entre eux des animaux qu'on associe facilement comme deux espèces différentes. Ce qui dit comme ça ne donne pas une image très flatteuse des scientifiques. T'imagines un truc magnifique qu'on pourrait obtenir si on mélangeait un tigre avec un lion? Eh ouais, t'as raison, les rayures et l'agilité du tigre combinées à la crinière et la force du lion, la machine à tuer par excellence! Allez, on y va! Eh ben, en fait, ça donne juste un gros truc disgracieux qui a l'air incapable de courir. On va réessayer. Imagine un peu ce que ça pourrait donner si on mélangeait un cheval avec un zèbre. Ça pourrait donner un étalon avec des rayures. Les gens seraient prêts à payer des millions pour voir ça. Ah putain, c'est encore raté, j'ai l'impression. Bon, maintenant que je vous ai décrit brièvement quelques principes de base de la théorie de l'évolution pour vous montrer en quoi c'est surtout une constatation de faits amenant à une déduction logique, on peut maintenant alors se demander, mais alors pourquoi continue-t-on de pousser les recherches dessus et pourquoi on continue de donner cette représentation de la petite molécule unique donnant progressivement un être complexe si c'est faux. Le fait est que cette représentation, comme je ne cesse de le répéter, n'est qu'une simplification hâtive qui cependant n'a pas totalement tort sur l'un des objectifs principaux des chercheurs. En effet, l'une des notions principales de l'évolution peut être illustrée par une licence qui est paradoxalement réputée pour donner une fausse image de l'évolution. Pokémon. Vous ne le saviez peut-être pas quand vous étiez gosse, mais ce Pokémon légendaire, Mew, n'est pas qu'un simple type psy plus fort que les autres. C'est l'ancêtre commun de tous les Pokémon du jeu. Et bien dans la vraie vie, nous avons aussi notre propre Mew. Son nom est tout simplement Lucas, et il représente le centre du buisson symbolisant l'évolution, le début de la différenciation des organismes. Mais attention, ce n'est pas forcément le premier organisme vivant non plus. C'est le premier à être doté de la capacité de dupliquer son matériel génétique. L'étude d'anciens fossiles a donc bien un but, celui de retrouver dans le temps l'apparition du premier ancêtre commun aux espèces actuelles, celui qui génère la base du code génétique universel qui constitue l'élément central des investigations, car seul l'ADN est commun à tous les êtres vivants. Et par conséquent, l'étude des fossiles permettant de dater la période d'existence de certaines espèces et d'observer des traces d'ADN qui permet de déduire une chronologie d'évolution. On a d'ailleurs d'ores et déjà mis au point une loi illustrant l'apparition de diversité génétique avec le temps sous le nom de l'horloge génétique. Et ce que je veux vous dire par là, c'est qu'avec ces études, on a pu remarquer que l'évolution, au-delà des exemples super visibles que je vous ai cités, elle a lieu tout le temps, mais pas toujours de façon drastique et tape à l'œil comme au point de ne plus être de la même espèce. Dans les faits, toutes les espèces voient leur patrimoine génétique évoluer avec le temps, car la théorie de l'évolution c'est ça, des espèces vivantes qui suite à une variabilité aléatoire naturelle sont confrontées à un environnement en constante transformation. Et pour info, si vous pensiez que le sélacanthe n'a pas évolué depuis son apparition, vous vous trompez, car les sélacanthes ne sont pas restés inchangés. Certes, il est qu'à l'œil nu, il serait difficile de différencier un sélacanthe ancien d'un récent, mais en étudiant plus sérieusement ce dernier, on ne peut que constater qu'il a subi des changements et s'est adapté à son environnement. C'est juste que comme il vit dans les grands fonds marins, il n'est pas soumis à de grands changements drastiques, avec des choses du genre une apparition d'un nouveau prédateur. Et de toute manière, le terme fossile vivant ne veut pas dire grand chose, à part impressionner les gamins fans de dinosaures. Il y a même des gens qui s'imaginent que les crocodiles sont des fossiles vivants. Et enfin, pour en finir une fois pour toutes avec ce sujet, retenez bien ceci, dans la théorie de l'évolution. Il y a le mot théorie. Si vous n'arrivez pas à convaincre votre auditoire sur le sujet car selon eux vous n'êtes pas assez précis et que vous n'expliquez pas tout clairement, c'est normal. Non seulement vous n'êtes pas chercheur spécialisé dans le domaine, ou du moins pour la plupart d'entre vous, je l'espère, parce que sinon vous devez sacrément vous emmerder depuis tout à l'heure avec ma vulgarisation scientifique d'amateur. Mais en plus, comme on le dit sur internet, c'est juste une théorie. Rien n'est inscrit sur des tablettes en marbre pour l'éternité. Et s'il y a certains points qui ne sont pas totalement expliqués, c'est car on n'a pas encore les éléments de réponse.
Pourquoi croyez-vous qu'on continue à payer des types pour bosser sur le sujet si tout était déjà réglé et qu'on savait que tout s'est déroulé comme dans le générique de Il était une fois l'homme? Car sachez-le, pour ceux qui ne se sont jamais vraiment posé la question, que la plupart du temps, en science, les méthodes d'investigation se déroulent ainsi. On part dans un premier temps d'une observation. De cette observation naît une question à laquelle on développe une réponse anticipée sous le nom de hypothèse. Pour vérifier si notre hypothèse est bonne, on met en place une expérience. De cette expérience, on finit par obtenir de nouvelles observations face auxquelles nous soumettrons l'hypothèse, et si les observations ne sont pas en adéquation avec l'hypothèse, il faudra l'abandonner. Et le problème avec le cas de l'évolution, c'est que les expériences, on peut pas trop en faire, car si ce phénomène peut s'observer rapidement sur des espèces qui vivent pas longtemps, en revanche, pour les autres, ça prend beaucoup plus de temps. Ce qui fait que la science est très soumise aux observations, à l'apparition assez imprévisible et ne doit pas hésiter à se remettre en cause si nécessaire. On ne sait jamais ce que l'on pourra trouver à l'avenir. Tenez, un de mes potes assez calé sur le sujet m'a récemment dit que des recherches récentes ont prouvé que l'hypothèse de l'origine multirégionaliste de l'homme est en fait erronée. Cette hypothèse, vous la connaissez sans doute. C'est celle qu'on voit dans certains films, selon laquelle le genre d'homme est apparu en Afrique il y a longtemps pour ensuite se disperser à travers le monde pour se développer un peu chacun dans leur région. Ce qui veut dire que les hommes de Néandertal se sont différenciés vers les genres Homo sapiens sapiens. Une hypothèse qui semblait se corroborer avec les fossiles du genre Homo, différents à peu près partout dans le monde. Et bien, suite à des calculs statistiques sur l'apparition de modifications sur l'ADN d'une certaine partie du corps, on a récemment découvert que non seulement la comparaison entre le taux d'augmentation théorique de la diversité génétique de l'homme à partir du taux théorique calculé en labo et la diversité génétique observée actuellement donne une différence très significative indiquant que les hommes actuels ont une origine récente. Mais en plus, notre matériel génétique basique ne se retrouve pas sur ces espèces anciennes du genre Homo, mais se retrouvait en quasi-totalité sur des espèces qui étaient apparues plus récemment en Afrique. Résultat, les scientifiques ont rejeté l'hypothèse de base et ont maintenant mis en place une hypothèse d'une origine africaine et récente de l'homme. Mais mettez bien des pincettes avec le mot récent, car du point de vue de la géologie, la durée de vie humaine, c'est que dalle. Et je ne pense rien de vous apprendre en vous disant ça. Et si ça se trouve, cette hypothèse sera peut-être invalidée d'ici des années suite à l'apparition de nouveaux faits. Peut-être même que d'ici quelques années, la plupart des explications que je vous ai fournies sur le sujet seront invalidées. Peut-être découvrons-nous qu'il n'y ait pas eu qu'un seul Lucas. Peut-être découvrirons-nous des liens de parenté que nous ne pouvons même pas imaginer actuellement. Peut-être le terme d'espèce sera redéfini de telle sorte qu'il ouvrira de nouveaux horizons pour les recherches. Et peut-être même qu'il y aura un nouveau grand départ à zéro sur l'étude de l'évolution suite à une découverte extraordinaire. Bien que cela soit tout de même assez peu probable étant donné que, comme je l'ai dit, beaucoup de bases actuelles relèvent surtout de l'observation. Mais ce que j'aimerais que vous reteniez de cette vidéo, c'est que comme en science, en particulier ce genre de domaine, on n'est jamais certain de rien. Essayez de rester humble face à ce sujet. On aimait bien cette image linéaire de l'évolution car elle était simple à comprendre. Elle nous donnait l'illusion de tout comprendre tel un expert. Mais le fait est que moi-même qui prends l'effort et le temps de vous parler du sujet, je ne suis pas du tout sûr de le maîtriser, mais plutôt de savoir ce en quoi il ne consiste pas. J'apprécierais vraiment que ce soit ce que vous reteniez surtout de cette vidéo. N'allez pas vous comporter comme des experts élitistes car c'est comme ça que se comportaient la plupart des gens à qui j'ai essayé d'expliquer que l'homme ne descend pas du singe. Quand je l'ai appris la première fois sans avoir tous les détails, comme ils s'imaginaient tout savoir, ils ne m'ont pas écouté malgré ce que j'avais à dire en me faisant passer pour, allez, osons les mots, un ahuri. Cela remettrait en cause une base de leur culture générale, au lieu de se remettre en question. Alors si l'envie vous prend de m'aider, moi, des professeurs de SVT consciencieux, à faire comprendre au monde que non, nous ne descendons pas du singe, je vous suggère de partager cette vidéo et de transmettre son message en restant humble pour vous aider à récapituler ce que je viens de dire. Voici un petit tableau récapitulatif des arguments principaux que j'ai présentés. Libre à vous de revenir en arrière dans la vidéo pour revoir le développement et les exemples que j'y ai apportés.